Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce numéro du Grand Mag sur Lumière de Mon Télévision. Le sommaire de ce numéro. Vol d'informations, attaque virale, demande de rançon, les cyberattaques se multiplient contre les systèmes informatiques des entreprises, des administrations ou des États. Zoom dans ce magazine sur le mode de fonctionnement des experts en cyberattaque. Très appréciée des adolescents et des adultes, la consommation de boissons énergisantes est loin d'être anodine, surtout lorsqu'elle est régulière. Que contiennent réellement ces boissons? Quels sont les risques pour la santé en cas d'excès? L'enquête du procureur général Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 est proche de sa conclusion. Robert Mueller, un ex-directeur du FBI, a été chargé en mai 2017 d'établir si l'équipe de campagne du milliardaire républicain s'est concertée avec Moscou pour influencer les résultats de l'élection présidentielle de 2016. Au péril de la vie, des milliers de personnes parcourent le continent américain à la recherche d'une vie meilleure. Et pour nombre d'entre eux, la terre d'accueil espérée n'est plus les États-Unis, mais le Canada. De l'Ukraine au Canada, en passant par les États-Unis, les experts en cybersécurité sont aux aguets. À l'aide de logiciels malveillants, des pirates informatiques multiplient les tentatives d'intrusion dans les réseaux informatiques privés et gouvernementaux. Cette enquête nous emmène à la rencontre de ceux qui sont au front de la cyberdéfense. Deuxième fois en moins de 2 mois, une cyberattaque majeure a paralysé des entreprises et des services publics. The malicious software is still out there. C'est vraiment une cyber-rançon qui a bien été organisée. We do have new reporting in the massive cyber attack. Et la propagation du virus a eu lieu en quelques heures. Son nom, Petya. Il s'appelle Petya, WannaCry ou Black Energy. Експерти попереджають про нову хвилю масштабних кібератак в Україні. L'Ukraine est une habituée des cyberattaques. En décembre 2015, une panne électrique suspecte plonge une partie du pays dans le noir. 225 000 foyers sont privés de courant. L'attaque était vraiment coordonnée, il n'y a aucun doute là-dessus. Le coupable, un logiciel malveillant incrusté dans des ordinateurs névralgiques du réseau. 3 compagnies d'énergie électrique en Ukraine qui ont été attaquées en même temps. Une attaque n'attend pas l'autre. 1 an plus tard, le réseau électrique ukrainien est une fois de plus pris d'assaut par les pirates. Cette fois-ci, c'est avec un nouveau logiciel malveillant que personne n'avait jamais vu dans le passé, qui a été désigné spécialement pour s'attaquer à un système de contrôle industriel au niveau des réseaux électriques. Les virus et logiciels malveillants se succèdent au rythme des cibles qu'ils visent. Ils menacent maintenant nos infrastructures les plus essentielles. Et personne n'est à l'abri. Mon nom, c'est Alexis de Rejonca. Je suis directeur du bureau de recherche et développement d'I7 basé à Montréal. I7 est une firme de cybersécurité qui traque les logiciels malveillants. Des chercheurs de l'entreprise en Europe ont détecté le logiciel malveillant à l'origine de l'attaque de 2016 en Ukraine. C'est un logiciel donc, qui est caché sur un système et qui permet à quelqu'un d'en prendre le contrôle à distance. I7 a baptisé le logiciel Indestroyer. Indestroyer est spécifique, a été codé spécifiquement pour attaquer des systèmes de contrôle industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque était préprogrammée d'avance. L'intérêt des cyberpirates pour les infrastructures prend de l'ampleur. Les attaques à distance deviennent une réalité. Déjà, il y a une dizaine d'années, le gouvernement américain en avait fait la démonstration lors d'un test sur une génératrice au diesel. La cyberattaque contrôlée avait lourdement endommagé l'équipement. La quantité d'équipements qui pourrait être visée par Indestroyer est extrêmement vaste, et définitivement pas juste en Ukraine ou en Europe de l'Est. En Ukraine, je pense que c'était un signal clair dans l'industrie. On a suivi beaucoup ce cas en particulier. Joanne Duhem est la responsable des technologies de l'information chez Hydro-Québec. Il y avait beaucoup de spéculations qui disaient est-ce qu'ils sont en train de tester, se préparer pour une cyberattaque pour affecter l'ensemble de l'Amérique du Nord pour tout ce qui est l'alimentation électrique. Oh my God! En 2003, une série de pannes en cascade frappe de plein fouet le centre du Canada et des États-Unis. There are no subways, there are no buses, there are no streetcars, there is nothing. Les deux pays saisissent alors toute l'ampleur des risques qui viennent avec l'interconnexion des réseaux électriques. C'est une défaillance dans le système électrique de l'Ohio qui est à l'origine de la cascade de panne.
10 millions de personnes affectées en Ontario, 50 millions en tout en Amérique du Nord. La crise de 2003 résultait d'une série de défaillances et de mauvaises prises de décision. De nouvelles normes nord-américaines ont depuis été mises en place. Mais les cybermenaces posent de nouveaux défis. Tous les jours, il y a des cyberattaques. On ne connaît pas toujours c'est quoi la source d'origine de ces groupes-là. L'Ukraine, la Russie, même la Corée. Quand il y a des éléments où on voit qu'il y a des adresses IP, des adresses qui proviennent de ces pays-là, on a tendance à être plus vigilant. À l'époque de l'attaque contre son réseau électrique, l'Ukraine est en proie à de vives tensions avec la Russie. Mais ni les auteurs ni leur motivation n'ont jamais été identifiés. On n'a vu aucune espèce d'indice ou de preuve tangible qui permettrait de pointer qui que ce soit du doigt. Virus informatique, chevaux de Troie, rançongiciels, la chasse aux cyberpirates est incessante. La bête semble souvent insaisissable, mais pas toujours. On est tombé sur un échantillon de logiciel malveillant qu'on a appelé Ebury. Le logiciel malveillant Ebury dérobait des mots de passe et autres clés d'accès dans le but de générer des millions de dollars frauduleusement à l'aide de serveurs infectés à l'insu de leurs propriétaires. On a réalisé qu'il y avait au-delà de 7000 serveurs qui étaient compromis partout à travers le monde. Donc, à partir de ce moment-là, on savait que c'était assez grande échelle. Il n'est pas question ici des réseaux électriques, mais l'exemple d'Ebury illustre le défi de détecter les menaces cachées et de stopper les malfaiteurs. Il y a quelques mois, Marc-Étienne et son équipe ont réussi à s'approcher pendant quelques instants des auteurs d'Ebury grâce à un appât, un pot de miel qu'ils leur avaient tendu. Ils ont réalisé qu'ils étaient en fait dans notre honeypot. Ils sont passés un total de 4 heures là, à essayer de comprendre sur quoi ils étaient tombés avant de nous envoyer le petit message « Hello, it's a honeypot ». Ils ont découvert que c'était un piège. Les travaux de I7 ont aidé le FBI à faire condamner un citoyen russe à 46 mois de prison l'an dernier. Avec ses complices derrière le logiciel Ebury, il utilisait entre autres des pourriels avec des liens cliquables infectés. Ces courriels piégés sont parmi les trucs les plus utilisés par les pirates. Les courriels, c'est vraiment utilisé parce que ça marche très bien. L'élément, là, je pense, qui est le plus fragile là-dedans, c'est le comportement humain. Mais il y a des gens qui s'y font prendre. Oui, il y a des gens qui se font prendre. Hydro-Québec doit composer avec des centaines d'incidents chaque année, de la clé USB à risque aux tentatives d'hameçonnage. Les événements, c'est, exemple, les tentatives d'intrusion par des courriels malveillants. Ça arrive régulièrement. Les dernières années, on travaille beaucoup le comportement humain et l'éducation. Quand on a vu que le groupe Dragonfly s'était introduit dans le secteur de l'énergie, ça nous a préoccupés. Pour y arriver, ils utilisaient le harponnage. Le harponnage à l'aide de courriels infectés ciblés est l'une des méthodes privilégiées par un autre groupe de cyberpirates appelé Dragonfly. L'entreprise Symantec le traque depuis 2013. Ce logiciel malveillant a maintenant réussi à s'introduire jusque dans les ordinateurs de compagnies d'électricité aux États-Unis. Ils étaient parvenus à prendre des captures d'écran des systèmes. Ils pouvaient voir comment fermer ou ouvrir une valve. Ils se sont placés en position pour faire du sabotage. Aucun sabotage n'a encore été rapporté jusqu'ici, mais les autorités américaines confirment avoir identifié des victimes de cyberintrusions dans le secteur de l'énergie électrique, mais aussi du nucléaire, de l'eau, de l'aviation et d'autres secteurs manufacturiers critiques. Il n'y a aucune raison de croire que ce groupe disparaîtra. Ils ont des objectifs à long terme. Ils vont sûrement revenir. 7 ans plus tôt, on avait découvert la présence de Stuxnet, un premier virus conçu pour attaquer une cible industrielle, dans ce cas-ci, des installations nucléaires en Iran. Un virus informatique si complexe que des experts le décrivent comme une véritable cyberarme développée par un autre pays. Couper le courant à Manhattan et c'est le chaos. Il pourrait y avoir des morts.
À Washington, Jim Himes siège au comité du renseignement de la Chambre des représentants. C'est ce même comité qui s'est penché sur l'ingérence alléguée de la Russie dans les élections américaines. Aux États-Unis, la cybersécurité est devenue un enjeu crucial. Personne n'est vraiment assez protégé. On l'a vu au sein de notre propre gouvernement. On a vu des intrusions dans les réseaux reliés à notre sécurité nationale. C'est une très grande menace à notre gouvernement. Jim Himes est aussi à la tête d'une coalition de représentants démocrates qui réclament que la Maison-Blanche investisse davantage en cybersécurité. Le gouvernement doit s'assurer de protéger nos réseaux contre des ennemis qui voudraient y pénétrer. Prenez 6 universitaires dans un sous-sol à Saint-Pétersbourg. Ils peuvent causer beaucoup de dommages à une démocratie. Il y a maintenant quelques semaines, le gouvernement américain a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Washington reproche notamment au gouvernement russe d'avoir joué un rôle dans les cyberattaques contre le secteur de l'énergie aux États-Unis. Ces boissons nous sont présentées comme naturelles et bonnes pour la santé. Red Bull, Rockstar, Guru, Monster, voici quelques boissons énergisantes qui ont de plus en plus de cotes auprès des adolescents, des jeunes adultes et même des enfants. Impossible de les manquer, elles sont en vente libre dans plusieurs endroits, dépanneurs, épiceries, pharmacies et même des gymnases. Selon des conseils de spécialistes, la consommation excessive de boissons énergisantes peut s'avérer particulièrement dangereuse pour la santé. Jasmine Giteko, qui a frôlé la mort, l'a appris à ses dépens. Bonjour Jasmine, ça va bien? Jasmine Gitego n'a jamais eu de problème de santé majeur jusqu'à son accident cardiaque en avril dernier qui a failli lui être fatal. Probablement que ça traînait depuis longtemps, mais en avril, ça a vraiment été le moment. Là, tout a déclenché. J'ai eu une pneumonie. Les antibiotiques, ça marchait pas. Le 21 avril au matin, là, ma mère, elle appelle l'ambulance. Je suis plus capable de me déplacer. Jasmine était essoufflée, avait de la difficulté à faire ses activités coutumières. Ses médecins découvrent une insuffisance cardiaque terminale. On voit ici le cœur de Jasmine. Lorsqu'elle s'est présentée, c'est juste la base qui contracte très faiblement. Sa vie est en danger. Son état était si inquiétant que l'équipe a même envisagé une transplantation cardiaque. On a pensé que la mise en place d'un cœur mécanique était peut-être la meilleure option et qu'on était optimiste dès le départ qu'il y aurait peut-être une récupération. Mais c'est quand même gros. Passer par un cœur mécanique pour retrouver la santé. S'il n'y avait pas eu le cœur mécanique, il serait décédé. Dès son hospitalisation, l'équipe médicale a cherché la cause. Ça a pris un certain temps de faire le diagnostic et en la questionnant, l'idée est même venue peut-être de Jasmine en disant qu'elle avait une consommation abusive de boissons énergisantes. On a éliminé les autres causes fréquentes et le seul facteur causal qui a été mis en évidence, c'est la consommation excessive de boissons énergisantes qui a amené son insuffisance cardiaque terminale. J'ai culpabilisé beaucoup. Je me suis dit, plein de gens vont souffrir, plein de gens vont devoir maintenant consacrer du temps à ma personne parce que j'ai fait des mauvais choix. La jeune femme dit avoir commencé à boire des boissons énergisantes vers l'âge de 16 ans. Sa consommation est passée de quelques millilitres à 1 litre par jour vers l'âge de 21 ans. Je travaillais beaucoup. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'ai pas le temps de m'arrêter pour manger. Fait qu'à la place, moi, je vais me boire 1 ou 2 boissons énergisantes. Jasmine connaissait la mise en garde, soit de ne pas consommer plus de 2 canettes de 250 millilitres par jour. Tout comme Jasmine, le cardiologue Mario Sénéchal souhaite sensibiliser particulièrement les jeunes. C'est quand même un cas unique, mais c'est un cas fort qui nous aide à prendre conscience de la toxicité des boissons énergisantes. On le sait déjà que les boissons énergisantes peuvent donner des problèmes de santé chez les jeunes adolescents et chez les jeunes adultes. Depuis 2008 également aux États-Unis, il y a eu au moins 20 décès et on sait que c'est sous-rapporté en relation avec des boissons énergisantes. Le cardiologue croit même que cela devrait être interdit pour les moins de 18 ans. Ce qui est clair pour moi, c'est que les jeunes, les adolescents ne devraient pas consommer de boissons énergisantes. C'est une contractilité tout à fait normale. L'état de santé de Jasmine s'est beaucoup amélioré grâce au travail du cœur mécanique qui permet de donner du repos à son cœur ainsi qu'à son nouveau mode de vie sans boissons énergisantes. On est très optimiste sur la possibilité d'enlever son cœur mécanique. Nous croyons qu'il n'y aura pas de séquelles et qu'elle va récupérer complètement. Je sais que plusieurs personnes vont dire « Ah, mais il y a des restrictions, des avertissements sur les boissons énergisantes. » Je le sais. J'ai mis ma vie en danger en ayant quand même une petite conscience que je savais que c'était pas bon. Dans mon cas, personnellement, c'est vraiment terminé.
Il est important de se souvenir qu'une bonne alimentation ainsi qu'une importante consommation d'eau sont les secrets d'un organisme en bonne santé. Pour pallier à vos manques d'énergie, assurez-vous de manger entre vos repas des collations faites de protéines et de glucides. Le procureur spécial Robert Mueller pourrait bientôt remettre le rapport après plus de 2 ans d'enquête sur la possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump. Qu'est-ce qui a été dit et par qui? Présentation des différentes facettes de cette longue enquête qui tire à sa fin. The entire thing has been a witch hunt. There is no collusion. I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I'm an agent provocateur. L'enquête Mueller porte sur une imposante galerie de personnages plus ou moins recommandables. Des hommes d'affaires, des avocats et quelques responsables politiques aux États-Unis et en Russie. Robert Mueller, ex-directeur du FBI, a été chargé en mai 2017 d'établir si l'équipe de campagne du milliardaire Donald Trump s'est concertée avec Moscou pour influencer les résultats de l'élection présidentielle de 2016. Et si oui, pour quelles raisons et avec quelle contrepartie? Mais l'enquête a débuté bien avant. Dès juillet 2016, le FBI, sous la direction de James Comey, entamait une enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne. C'est la publication par Wikileaks de dizaines de milliers de courriels provenant de la campagne de la démocrate Hillary Clinton qui avait alerté les autorités. On apprendra par la suite que l'équipe de campagne de Donald Trump était bien informée de ce piratage. Un des moments clés de cette partie de poker se passe en juin 2016, aux locaux de campagne de Donald Trump, dans la tour du milliardaire à New York. Sur place, le fils aîné du candidat, Donald Trump Jr., son gendre devenu conseiller Jared Kushner et le directeur de campagne Paul Manafort. Ils sont venus rencontrer une avocate à la réputation sulfureuse, Natalia Veselnitskaya, qui dit représenter le Kremlin. L'équipe Trump s'attend à obtenir des informations susceptibles de nuire au camp de leur adversaire Hillary Clinton. Parmi les questions des enquêteurs, comment ces présumées informations sur Clinton auraient-elles pu être obtenues de façon légale par les Russes? Et pourquoi voudrait-il les offrir à son adversaire Trump? 5 mois plus tard, le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu président. I look very much forward to being your president. Au cours des semaines suivantes, l'administration Obama impose une série de sanctions contre les agences de renseignement russes et expulse 35 diplomates russes du territoire américain. Les services secrets américains ont acquis la certitude que le Kremlin est derrière les piratages de courriels et d'autres ingérences informatiques russes qui avaient pour but de transformer la campagne d'Hillary Clinton en château de cartes. Pendant cette période de transition politique, le futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le militaire Michael Flynn, s'entretient à plusieurs reprises avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kislyak. Il cherche à limiter les conséquences des nouvelles sanctions américaines. Donald Trump n'est pas encore à la Maison-Blanche et son conseiller essaie déjà de rebrasser les cartes sur la scène internationale. Michael Flynn sera rapidement sacrifié après l'assermentation de Trump. Il plaide coupable d'avoir menti au FBI et accepte de collaborer avec les enquêteurs. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government. En mars 2017, le directeur du FBI, James Comey, met carte sur table. Il confirme publiquement l'existence d'une enquête de ses services de contre-espionnage sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. En mai 2017, le président Trump congédie James Comey. Toujours en mai 2017, le ministre de la Justice de l'époque, Jeff Sessions, se récuse de toute enquête sur la campagne électorale de 2016 et admet avoir rencontré l'ambassadeur russe à Washington à 2 reprises. Son adjoint, Rod Rosenstein, nomme Robert Mueller procureur spécial et lui donne le mandat de mener une enquête approfondie sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle.
Rapidement, Robert Mueller et son équipe épinglent le fidèle collaborateur et conseiller juridique de Donald Trump, l'avocat Michael Cohen. Il plaide coupable à des accusations de violation des comptes de campagne, d'évasion fiscale et de fraude bancaire. Il accepte de collaborer avec l'équipe Mueller. Au même moment, l'organisateur en chef de la campagne électorale de Donald Trump, Paul Manafort, est jugé coupable de diverses malversations financières liées à des oligarques russes et des groupes pro-russes en Ukraine. Il est incarcéré. Il accepte lui aussi de collaborer à l'enquête du procureur spécial, mais il est ensuite accusé d'avoir menti aux enquêteurs malgré son accord de coopération. Janvier 2019, un autre personnage louche de l'entourage de Donald Trump est arrêté par le FBI. Roger Stone, admirateur et ancien collaborateur de Richard Nixon et de Ronald Reagan, fait face à 7 chefs d'accusation le reliant à la publication par Wikileaks des milliers de courriels nuisibles au camp démocrate. Stone est accusé, entre autres, d'obstruction à la justice, de faux témoignages et de subornation de témoins. Il a plaidé non coupable et refuse de collaborer avec l'équipe Mueller. En janvier 2019, l'avocat de Donald Trump, Rudolph Giuliani, affirme dans une de ses multiples entrevues télévisées que les discussions sur un projet de tour Trump à Moscou se sont sans doute poursuivies jusqu'à l'élection de novembre 2016. Le lendemain, Donald Trump s'empresse d'affirmer le contraire. L'enquête Mueller amorcée par le FBI a permis d'inculper à ce jour plus d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles 13 Russes et quelques-unes de leurs entreprises. Parmi les Américains arrêtés, 4 figures dominantes ont accepté de collaborer. Une grande question demeure à ce jour. Robert Mueller est-il en mesure de présenter une preuve irréfutable de collusion entre les collaborateurs de Donald Trump et les Russes? Au cours de cette enquête, de grosses têtes sont tombées, telles que Paul Manafort, qui fut un temps directeur de l'équipe de campagne de Donald Trump, a lui été jugé coupable de malversations financières liées à des activités en Ukraine antérieures à la présidentielle de 2016. Et Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale du président, a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs sur ses liens avec des responsables russes. Ils sont arrivés au Canada il y a presque un an. Leur déplacement a été long et périlleux. Ils ont suivi une route à travers 10 pays, traversé les jungles colombiennes et panaméennes et des zones frontalières dangereuses et souvent inhospitalières. Eux, ce sont les migrants. Partout dans le monde, les frontières semblent se refermer devant les migrants qui fuient les guerres, les catastrophes naturelles ou même la pauvreté. Ils veulent une vie meilleure. Ils arrivent à des frontières en provenance de l'Afrique, du Népal, de Cuba ou d'Haïti. Chaque jour, des milliers de personnes prennent des routes souvent dangereuses pour fuir leur pays. C'est le plus grand déplacement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour ces migrants, mieux vaut risquer la mort sur la route que de l'attendre dans leur pays ravagé par la pauvreté, la violence, les guerres et les catastrophes naturelles. Mais de plus en plus, les pays referment leurs portes, même celles qui permettaient d'accéder aux rêves américains. We are going to build a great border wall. We don't want them in our country. Mais rien n'arrête les migrants. Ce sont vos dirigeants qui encourageaient nos présidents à nous faire souffrir. C'est comme ça qu'on s'est dit non, on va chez vous alors cette fois-ci. They step off the plane as refugees, but they walk out of this terminal as permanent residents of Canada. Canada? Canada. Le Canada reste l'un des rares pays encore perçus comme terre d'accueil. Mon rêve est arriver au Canada. Moi aussi, je préfère aller au Canada. Au Canada, en Amérique, c'est là où je vais. Seuls les documents nécessaires pour se déplacer en avion
des milliers de migrants doivent traverser 11 pays du continent américain, à travers jungles, campagnes, mers et montagnes. Pour ces migrants, atteindre le Canada est devenu un rêve, le Canada Dream. Non, moi je dis la vie meilleure que nous cherchons, c'est ça. Ça fait plus de 6 mois qu'on a commencé à préparer ces voyages. Mon rêve était d'aller dans un pays qui parle français. Je me disais, c'est le Canada. C'est déjà 42 ans que j'aurai. Rosette vient de quitter Sao Paulo, au Brésil. Elle voyage avec son mari Godet, un réfugié politique. À leur demande, nous avons changé leur nom. Comporte tous les migrants qui apparaîtront dans ce reportage. Rosette et Godet ont fui la violence du Congo. Ils voyagent avec leurs filles, Pauline et Marie. Leur trajet, traverser le Brésil et le Pérou jusqu'en Équateur, puis la Colombie, l'Amérique centrale vers le Mexique, les États-Unis et enfin le Canada. Un voyage de plus de 20 000 kilomètres. Avec un peu de chance, ils arriveront à destination en moins de 6 mois. Rosette a tout laissé derrière. Elle n'est équipée que de sa foi et de sa Bible pour affronter la route. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Josué, tout lieu qui foulera ta plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu que je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Pour Rosette, comme pour des milliers d'autres Africains, Cubains et Haïtiens, Sao Paulo, c'est l'endroit sur le continent américain où les routes empruntées par les migrants convergent. C'est d'ici qu'ils partiront pour faire les longs et pénibles voyages vers le Canada ou les États-Unis. Ils sont arrivés au Brésil alors que le pays s'est préparé à accueillir les Olympiques, la Coupe du monde de soccer et d'autres événements internationaux. La construction d'infrastructures leur permettait de récolter l'argent nécessaire pour reprendre la route. Rosette était administratrice des finances avant de fuir le Congo. À Sao Paulo, elle nettoyait les toilettes dans son hôtel pour faire des économies. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné l'uniforme, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais serrée. J'ai dit à mon petit un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les WC, toucher les saletés. Nossa, fiquei muito feliz. A emoção de ficar lá viajando no Canadá. Ici, qu'il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec le pays que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait 2 jours à pied. C'est pas quel parcours où on fait 2 jours à pied, c'est pas facile. Ils se posent toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger? Mais quand les conditions de vie ne sont pas dignes, ils cherchent des alternatives. Et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. Rien ne décourage Rosette. C'est pesant. Malgré les avertissements, elle va partir. Elle croit que sa foi est son meilleur atout pour affronter la route. Avec la prière, elle tente de surmonter sa peur de l'inconnu. Il faut encore du fortifie-toi et prends courage. Josué, là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, je confie en ta parole. Amen. Mais Rosette et Godet ne voyagent pas seuls vers le Canada. 8 autres réfugiés congolais les accompagnent. Mais ils ont peur de montrer leur visage. Ciao, ciao. Ciao à la maison. Nous y allons. Rosette est maintenant prête à faire face à sa destinée.
Je m'appelle Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes 2 filles. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un autre Grand Mag.